Bonjour, donc je vais vous parler des effets des pesticides en général, et je ferai un petit focus sur le cuivre quand ça sera possible, sur la faune du sol et notamment la composante vers de terre. Alors, avant tout, je vais faire de brefs rappels, je suis désolé, je ne peux pas m'étendre, sur l'écologie de ces vers de terre, pour essayer de comprendre pourquoi on observe des grandes différences entre systèmes de culture. Ensuite, je vais vous parler d'abord des effets qu'on peut observer au niveau individuel sur le comportement des vers. Et enfin, j'en viendrai à la question, qu'est-ce qui se passe sur les communautés in situ? Alors, ce qu'il faut savoir des vers, c'est que c'est des organismes très très simples, et il faut juste savoir qu'ils sont pratiquement aquatiques, c'est-à-dire qu'ils respirent l'oxygène dissous dans l'eau. Donc, ils sont très actifs dans des sols qui sont humides, puisqu'ils ont besoin de respirer. Et si les sols sont secs, vous l'avez sûrement déjà vu, les vers se roulent en boule dans le sol, et sont inactifs, donc ici, plutôt l'été, ils estivent. Donc on verra que ça a un impact fort quand on va vouloir comparer une arboriculture et la viticulture. Alors les actions des vers de terre dans les sols, elles sont multiples, vous en entendez beaucoup parler. Je voudrais remettre les choses à leur place. Je voudrais dire d'abord que ces actions sont avant tout physiques. Le ver, c'est un des ingénieurs de l'écosystème du sol. Donc qu'est-ce que ça fait un ver de terre? Ça creuse des galeries, vous le savez tous. Ça fait des rejets, donc des excréments, on va appeler ça turicules. Tout le monde les voit à la surface du sol, mais on ignore le plus souvent que la plupart de ces rejets sont faits dans le sol. Ici, sur ces photos, c'est assez visible. Donc, il y a ce qu'on appelle la bioturbation. On creuse, on avale du sol, on le mélange avec de la matière organique. La dernière action physique qui est très importante, qui est très connue aussi, c'est, pour certaines catégories de vers, c'est enfuir la litière, enfuir la matière organique. Donc, vous pouvez avoir des jolies photos comme ça, où ce n'est pas par hasard que cette feuille est enroulée dans le début d'une galerie de vers de terre. Donc, ces animaux sont même capables d'enrouler les feuilles, d'accord? Ce qui n'est pas forcément évident quand vous avez ni bras ni mains. Alors, toujours aussi bref, non mais c'est... Vous rigolez, mais c'est Darwin qui a étudié ce phénomène, donc c'est pas si idiot que ça. Donc, très très bref, vous le savez tous peut-être déjà, il y a 3 catégories de vers, et qu'est-ce qui va déterminer ces catégories? C'est où ils vivent et où ils mangent. Donc, tous ces vers mangent la matière organique. Là où il y a beaucoup de matière organique, c'est à la surface du sol quand il y a un peu de litière. Donc vous avez une première catégorie de vers qu'on appelle les vers épigés, des petits vers très vifs qui, eux, vivent à la surface du sol dans la litière. Bien sûr, il faut qu'il y ait de la litière. Donc vous en avez assez peu en grande culture. Simplement, à la surface, il y a beaucoup de prédation, il y a beaucoup de dangers. Donc il y a une deuxième catégorie de vers, c'est ceux qui mangent à la surface. Ce sont les vers anéciques qui viennent manger à la surface. Et dès qu'il y a un stress ou des conditions défavorables, hop, ils viennent se réfugier en profondeur. On va appeler ça les vers anéciques. La profondeur étant variable, mais pouvant aller jusqu'à 1 mètre ou plusieurs mètres. Et la dernière catégorie, on va appeler ça les vers endogés ou les vers froussards. C'est ceux qui ne vont jamais à la surface. Certes, il y a beaucoup à manger, mais c'est beaucoup trop dangereux. Donc ces vers restent dans le sol et leur vie, c'est creuser. Pourquoi creuser? Parce qu'il faut trouver de la matière organique. Il y en a beaucoup à la surface du sol, il y en a beaucoup moins dans le sol. Donc ils la recherchent sans cesse. Et donc ils cheminent. Et bien évidemment, ces vers, même si on dit endogés dans le sol, ils sont plutôt proches de la surface, puisque c'est là qu'il y a le plus de matière organique. Et donc moins profondément que la plupart des vers anéciques. Alors c'était tout pour les très très brefs rappels de l'écologie. Maintenant, quand on parle de vers de terre et pesticides, il faut savoir que les vers de terre sont les organismes sur lesquels il est obligatoire de faire des tests pour homologuer des produits pesticides. Alors les raisons, elles sont assez classiques. Les vers sont ubiquistes, il y en a dans tous les sols, à part dans les déserts. Certaines espèces de vers de terre sont très très courantes dans les sols agricoles, presque à l'échelle planétaire, donc ça c'est un intérêt. Et ils sont faciles, je mets des guillemets, à identifier, à dénombrer. Ça, c'est en comparaison avec les micro-organismes du sol, par exemple. Et très important pour les aspects pesticides, contamination, ils sont en contact avec la solution du sol. Contrairement aux insectes, certains insectes ou larves sont dans le sol, mais pas forcément au niveau de la solution du sol. Les vers de terre, par leur dépendance vis-à-vis de l'humidité, sont en contact avec la solution du sol, où se trouve une partie des pesticides. Et enfin, ils sont censés, alors je mets des guillemets aussi, avoir un rôle très important dans les sols. Donc, d'abord par leur action physique, on est bien d'accord, et ensuite indirectement sur la chimie et d'autres phénomènes dans les sols. Alors, Philippe en a un petit peu parlé. Donc, il existe des tests normalisés et tous vont utiliser Eisenia foetida, qui est simplement le ver du compost, que vous avez probablement chez vous si vous avez un compost. Donc, je vous passe le nom des tests. C'est d'abord des tests létaux, mortalité simple. On a fait plus raffiné, on a des tests sublétaux et qui concernent la reproduction. La chance pour ce ver du compost, c'est qu'il se reproduit tout seul. Donc vous en mettez un individu dans un compost, au bout d'1 mois, vous en avez plusieurs dizaines. Et donc là, ce sont à chaque fois les tests normalisés, la plupart d'entre eux,
ont des limites qui sont liées d'abord au fait qu'on utilise Eisenia foetida, qui est un ver épigé, qui ne va pas avoir une action forte dans le sol. Et deuxièmement, c'est un ver qui est complètement absent des sols agricoles. Donc ça, c'est un peu dommage, mais c'est pour les aspects pratiques qu'on l'a choisi. Et la deuxième limite que je vois à ces tests normalisés, c'est que souvent, alors c'est de moins en moins vrai, hein, ils utilisent le sol artificiel, ce qui est un mélange de tourbe et de sol. C'est pas non plus très courant de faire des cultures sur des sols tourbeux, voilà. Alors il faut être honnête, il faut reconnaître que pour les pour les dossiers qui seraient un peu complexes en termes de pesticides, il y a une deuxième série de tests qui existent, qui sont plus approfondis, où cette fois-ci on va demander aux chimistes d'aller tester l'effet de son pesticide dans des sols de prairie. Et pourquoi des sols de prairie? Puisqu'on aura beaucoup de vers anéciques et d'autres vers endogés. Et là, donc, vous faites un prélèvement avant l'application et un second prélèvement, et même peut-être un troisième, pour vérifier que vous n'avez pas diminué trop les populations de vers. Remarquons aussi qu'un sol de prairie, ça peut être aussi assez loin d'un sol de grande culture. Donc c'est d'autres problèmes qui se posent. Alors j'en viens à mon premier exemple, c'est quels peuvent avoir les pesticides sur les individus et leur comportement. J'ai choisi une molécule qui est assez connue, l'imidaclopride, mais que vous devez plus connaître sur son nom de molécule Gaucho, qui servait en enrobage de semences contre les pucerons. Et en arboriculture, on va l'appeler Confidor, et l'appliquer également contre les pucerons. Donc pourquoi je l'ai choisi, c'est que c'était à l'époque, il y a plus de 10 ans maintenant, un des premiers représentants d'une nouvelle famille de pesticides, donc les néonicotinoïdes, sur lesquels on avait peu de connaissances, sinon qu'on savait qu'elle était assez toxique. Et elle avait aussi une durée de demi-vie qui était importante dans les sols, donc j'ai trouvé que c'était intéressant d'utiliser. Alors, même si je suis écotoxicologue, ma passion, c'est pas de tuer les vers, mais il faut commencer par voir à partir de quelle dose du polluant vous avez tué vos vers. Même si vous voulez faire étudier des effets sublétaux, il faut quand même savoir où se situe la mortalité. Dans un cas comme celui-ci, sur une espèce de ver anécique qui s'appelle Nocturna, on voyait assez bien que la mortalité arrivait entre 1 et 5 ppm d'imidaclopride dans les sols, et la dose qu'on doit trouver dans le sol, donc c'est un petit calcul théorique, après application normale de cette molécule, elle est de 0,33 à 0,5 ppm. Ça dépend des cultures, ça dépend des pays. Et donc, vous voyez que la mortalité, en gros, si je caricature, n'arrivait qu'à 10 fois cette dose. Donc c'était sur la base simple de cette mortalité, on va dire que cette molécule ne posait a priori pas trop de problèmes. Bon, je vous passe sur les symptômes, c'est pas le plus joli. Maintenant, est-ce qu'on s'arrête à la mortalité ou est-ce qu'on essaye d'aller plus loin? Je vous l'ai dit, l'action des vers dans le sol, c'est avant tout une action physique, d'accord? C'est par là qu'ils vont influencer le fonctionnement du sol. Et cet effet physique, il dépend beaucoup du comportement du ver. Donc les questions que je me suis posées pour cette molécule, l'effet de cette molécule, c'est est-ce que le comportement des vers peut être modifié par les pesticides, avec cet exemple en tête? Et une fois qu'on a modifié le comportement des vers, est-ce qu'on est capable de voir un lien entre cette modification et un fonctionnement du sol? Donc c'est pas facile d'aller regarder ce que font les vers dans le sol, c'est un milieu opaque. Donc on a développé, alors à l'époque c'est original, ça l'est beaucoup moins, des techniques qui nous permettent de constituer des sols homogènes au laboratoire, simplement des colonnes de sol de 30 cm de haut, dans lesquelles vous insérez des vers, vous les laissez vivre leur vie pendant quelques semaines, et ensuite vous prenez rendez-vous à l'hôpital, et comme avec un patient, vous couchez vos colonnes sur le lit, et vous obtenez quoi? Des images issues du passage des rayons X, qui sont de simples images de la densité. Donc si vous avez l'image de la densité, vous avez l'image des trous en noir, et puis peut-être des cailloux en blanc. Je vous passe sur les détails. In fine, on est capable de reproduire ce que les vers ont creusé dans le sol. C'est cette technique-là que je vais utiliser pour tester les effets d'imidaclopride. Donc je reprends mon ver anécique, Nocturna. Je les ai mis 6 semaines dans des colonnes de sol. Et ici, regardez, vous avez des canneries très typiques de ver anécique. Ils sont venus manger la surface, et puis ils sont venus se réfugier en profondeur. Donc des galeries très verticales, très continues. Qu'est-ce qui se passe quand le sol est exposé à l'imidaclopride? Alors, soit une dose très faible, 5 fois moins que ce qu'on peut attendre au terrain, soit une dose complètement réaliste, c'est-à-dire ce qu'on peut trouver dans le sol après une application d'imidaclopride. Ce n'est pas très visible sur la dose intermédiaire, donc je passe directement à la dose la plus forte. Vous voyez qu'entre les colonnes témoins et les colonnes traitées, il y a des différences en termes de structure des réseaux. On a des choses beaucoup plus discontinues. On a aussi le diamètre qui va varier, et ça ne se voit pas sur cette image, la longueur totale de galerie produite. Donc oui, certains pesticides sont capables de modifier le comportement des vers. Est-ce que ça a un effet sur le fonctionnement du sol? Alors, ce n'est pas évident à mettre en évidence. On aurait pu choisir l'infiltration de l'eau. Moi, j'ai choisi l'aération. Donc, tout simplement, les colonnes dont je vous ai parlé, j'injecte un gaz, alors c'est tout simplement du butane, une extrémité, et je récupère au cours du temps des concentrations de ce gaz de l'autre côté de la colonne.
on peut mesurer comme ça un coefficient de diffusion de ce gaz marqueur dans la colonne. Qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est que pour les témoins, vous obtenez une certaine valeur de coefficient de diffusion et que, en fonction de la concentration en pesticides, vous réduisez ce coefficient de diffusion. Ici, pour une dose réaliste de ce pesticide, j'avais observé une réduction de 30% de l'aération, de la fonction aération du sol. Donc c'est juste un exemple. Donc les enseignements de cette première partie, rapidement, une molécule peut avoir des effets sublétaux subtils sur le comportement des vers, et ces effets peuvent modifier le fonctionnement du sol, enfin quelques fonctions du sol. Alors cependant, il faut être un peu honnête, enfin je vais essayer de l'être, il y a quand même assez peu de pesticides, j'avais bien choisi ma molécule, qui ont des effets aussi importants. Donc on pourrait citer l'imidacloprid, qui n'est pas encore complètement interdit, mais dont l'usage est maintenant restreint. Le cuivre, on va y revenir dans les sols viticoles, et certains produits anti-limaces qui sont assez négatifs pour les vers. Et là aussi, il faut être honnête, c'est que moi j'analyse beaucoup des calendriers de traitement plutôt en arboriculture. Toutes les molécules qui étaient les plus toxiques, alors pas que pour les vers, aussi pour les auxiliaires, petit à petit disparaissent. C'est le cas du carbaryl ou du parathion, qui étaient vraiment des organophosphorés ou des carbamates assez violents. Donc, un exemple purement théorique au laboratoire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe in situ dans des systèmes de culture? Quels sont les effets sur les communautés? Je restreins ma question à l'arboriculture et la viticulture. Alors d'abord, un schéma assez basique, assez synthétique, qui est unanimement accepté, c'est les quantités de verre qu'on peut espérer en fonction de l'occupation du sol. Première remarque, dans les forêts, qu'elles soient décidues ou de conifères, vous avez, c'est étonnant par rapport à d'autres organismes, relativement peu de verre. Donc on va dire en gros 100, mais c'est un 100, ça me paraît même un maximum dans les sols de forêt. Tout simplement ici, l'effet qui est visible, c'est plutôt un effet pH. Les vers de terre sont très sensibles au pH acide. Donc c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est de remarquer que les endroits où on trouve le plus de verre, 200 jusqu'à 300 mètres carrés, on a des maximums à 800 ou 1000, ce sont dans les prairies et les pâtures, ça c'est guère étonnant, et ensuite dans les vergers, ça c'est beaucoup plus étonnant, et je vais y revenir. Qu'est-ce qui caractérise les prairies et les vergers? C'est plutôt un enherbement qui est très fort. Si on était un peu provocateur, on dirait qu'un verger c'est un peu de l'agroforesterie, vous avez une prairie avec des arbres au milieu. Dernier constat à faire ici très rapidement, c'est que en grande culture, pour faire simple, ou en vigne, vous avez relativement peu de verre. Donc ces cultures semblent moins favorables, et il va sans dire que c'est lié, aux restitutions de matière organique au sol, qui sont relativement faibles en grande culture, et en vigne, on va le voir, ce sont des enherbements qui sont relativement faibles. Je ne dis pas que toutes les vignes sont non enherbées, mais en tous les cas, elles sont souvent non irriguées, et donc le rendu de matière organique au sol via l'enherbement, et même quand il existe, est faible. Alors, avant de parler de viticulture, faisons un petit focus sur l'arboriculture. Je suis désolé d'en parler si quelqu'un est arboriculteur ici. Donc, les vergers de pommiers en Provence, c'est le grand mauvais exemple. Je vous présente ici très rapidement des IFT. Vous voyez qu'en agriculture conventionnelle, on est en gros à 35 traitements par an pour protéger une culture de pommes. D'accord? Je ne vais pas entrer dans un débat. Il y a des explications qui sont liées aux citoyens, mais aussi aux producteurs et à la grande distribution. Notez qu'on utilise donc les produits qui sont non rouges, en rouge les fongicides, les autres sont des insecticides. On dépasse allègrement, en gros, une vingtaine d'insecticides par an sur ces vergers. On peut baisser ces chiffres quand on a une agriculture raisonnée, je passe sur les détails, et puis il existe, vous connaissez tous, l'agriculture biologique. Ici, les fongicides, c'est cuivre et soufre, d'accord, donc avec une quinzaine de traitements par an. Et quand on met des produits contre le carpocaps, heureusement pour les producteurs bio, ce sont souvent des virus, la carpovirusine, qui a priori n'a pas d'effet toxique sur les auxiliaires et la vie du sol. Donc on a quelque chose d'assez contrasté ici entre l'agriculture conventionnelle, l'agriculture raisonnée et enfin l'agriculture biologique. Comment ça se traduit pour les vers qui vivent dans ces sols? Ben voilà, c'est très décevant. Vous voyez que dans les vergers abandonnés, j'observe en moyenne autour d'Avignon 250 vers au mètre carré. Et dans les vergers d'agriculture biologique, j'en ai peut-être 225. Et ensuite, dans les vergers raisonnés et conventionnels, qui reçoivent 35 traitements par an, vous avez quand même quelque chose qui est pas loin de 200 vers au mètre carré. Aucune différence significative ici. Donc ici, je ne vous montre pas pour être rapide, c'est des sols similaires. On n'a pas un effet sol qui serait caché ici. On est sur la région des alluviaux-sols de Durance autour d'Avignon. Donc, a priori, sur les communautés, on ne voit pas d'effet alors qu'on a appliqué de 35 à 25 traitements pesticides par an. Néanmoins, alors on ne voit pas d'effet sur la communauté complète, on voit des effets sur certaines espèces. Ici, c'est l'Ombricus terrestris, tout l'ombric commun. Et vous voyez que ces densités à lui, elles vont passer de 30 individus dans les vergers abandonnés ou en agriculture biologique à 5 ou 7 dans les vergers les plus traités.
Donc la communauté résiste dans son ensemble. Certaines espèces sont plus sensibles, comme le lombric commun. Simplement, ici, on bute sur un problème d'interprétation, c'est que ce ver aussi, on sait qu'il est très sensible au type d'apport de matière organique. Or, dans les vergers en agriculture biologique, vous apportez des composts et pas des fertilisants de synthèse comme ailleurs. Donc ici, il y a un double effet. Il y a peut-être les pesticides, mais aussi le type de fertilisation. Alors, passons un peu à la viticulture. Il n'y a pas beaucoup de publis sur les effets de la viticulture sur les vers de terre. Le plus connu, c'est Paoletti, le plus cité, abondamment cité, c'est Paoletti avant les années 2000. Alors le graphe, je suis désolé pour la qualité, ici vous avez le log de la biomasse de vers de terre, et ici vous avez le taux de cuivre total dans le sol, donc de 0, 100, 200. Donc ces chiffres, cette relation n'est pas très jolie, mais elle sert de base à beaucoup de raisonnements. Vous voyez un infléchissement, ce sont des sols viticoles et aussi de l'arboriculture, du nombre de vers de terre en fonction de la teneur en cuivre dans les sols. Donc c'est ça qui sert de base à beaucoup de raisonnements. Et si vous faites une étude biblio, vous trouvez, alors ça dépend des auteurs, ça dépend des sols, ça dépend de beaucoup de choses, Philippe l'a bien expliqué. En gros, à 200 ou 300 ppm, vous commencez à mettre en danger les communautés lombriciennes dans les sols. Dans les années 60, on avait démontré ça par l'absurde, enfin c'est les Hollandais qui l'avaient démontré par l'absurde. On appliquait tellement de cuivre en arboriculture sur les vergers de pommiers et de poiriers qu'on avait carrément détruit la vie dans les sols et vous aviez une litière de feuilles de pommiers et de poiriers qui se formaient à la surface des sols. Mais bon, ce sont les années 60. Simplement, les répercussions, elles existent encore maintenant. Ici, c'est une étude c'est autour de Zagreb, c'est la région viticole autour de Zagreb. Les couleurs bleues, ici, les plus bleues, plus foncées, c'est 600 ppm dans le sol, de cuivre. D'accord ? Et ces auteurs se sont amusés à regarder l'ancienneté de la vigne. Donc ici, vous avez 20 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans, 100 ans. Et le taux de cuivre total dans le sol. Vous voyez que la relation est assez bonne. C'est loin d'être... Enfin, tout le monde le sait. Et qu'en gros, si je reporte mon seuil de 300 ppm, on va dire que après 30 ans d'intense viticulture, il y a des grandes chances que mes communautés soient fortement impactées. Alors, ça, c'est un usage passé. On sait tous ici que les doses de cuivre par an sont réduites actuellement. On sait tous aussi que l'Europe réfléchit à apporter des quotas qui soient assez forts. La réflexion actuellement s'oriente vers une limitation peut-être à 6 kg par an et par hectare. D'accord ? Le débat, c'est est-ce qu'en bio, on est capable de traiter aussi peu en cuivre. Donc il faudra trouver des alternatives. Alors j'ai repris ici l'étude d'un collègue montpelliérain d'ailleurs, Patrice Coll. Alors lui, il avait fait cette étude dans un grand domaine viticole qu'il avait découpé en 24 sous-parcelles, où il comparait une viticulture conventionnelle à des parcelles qui étaient passées en bio depuis 7, 11 et 17 ans. Donc un résultat brut comme ça peut faire un peu peur. Vous voyez que l'agriculture conventionnelle, vous avez assez peu de vers par mètre carré. Ici, vous avez 15 vers par mètre carré, et que vous divisez par 2 cette abondance dans les sols en agriculture biologique. C'est un résultat qui peut paraître choquant, mais si vous regardez le matériel et méthode, il est assez clair qu'en bio, dans ce domaine en tous les cas, il y avait 4 labours par an dans ces vignes, et que dans la partie conventionnelle, on faisait juste 2 travaux superficiels de 15 cm. Donc ici, le message, c'est que c'est très difficile d'isoler la part des pesticides par rapport à d'autres pratiques. On est bien sur des effets systémiques. Même quand en arbo, on ne peut pas séparer la fertie et les pesticides. Ici, c'est le travail du sol qui primait et qui pourrait expliquer ces baisses importantes du nombre de vers. Alors si j'essaie de synthétiser maintenant ce que je vous ai dit, alors c'est un message un peu choc, mais c'est le fruit de mon expérience, c'est que les pesticides ne représentent qu'une perturbation parmi d'autres pour les vers de terre, et il s'avère que ce serait, à de rares exceptions près, dont malheureusement pour la viticulture le cuivre, que ce n'est pas la perturbation la plus importante. Le travail du sol est au moins aussi perturbateur, si ce n'est plus. D'accord ? On est d'accord que quand on applique 35, c'est difficile de dépasser ces chiffres, 35 pesticides par an en arboriculture, et qu'on voit que les communautés de vers de terre sont très légèrement impactées, ça laisse augurer le fait que ce n'est pas ça qui va le plus changer les populations de vers. Alors pourquoi ? Ça c'est une vraie question, même pour moi, qui ai travaillé sur ces questions-là. C'est soit le sol a un bon pouvoir tampon, alors pour le cuivre, c'est pas le bon mot, tampon, mais pour les pesticides, est-ce que les autres pesticides synthétiques sont dégradés, peu biodisponibles, j'en sais rien. En tout cas, les vers, ils sont peu sensibles. Ou alors, et ça jouera sûrement, les vers des sols agricoles sont, alors je mets des guillemets à ce mot, adaptés. C'est-à-dire que, si je reviens un peu en arrière, de sites qui sont dans le sud de la France, que ce soit autour de Montpellier ou d'Avignon, si vous mettez en culture ces sites, les premières espèces de vers de terre qui disparaissent, c'est toutes les vers endémiques.
Donc en fait, la perturbation principale, c'est plutôt de passer d'un sol naturel, dans l'accro, une prairie, à une pratique agricole. Et si vous faites passer une pratique agricole, vous n'avez pas élimination de tous les vers, vous éliminez les espèces endémiques, mais vous retrouvez la communauté de vers typique dans tous les sols agricoles de France presque, et j'ai envie de dire d'Europe, voire du monde, c'est-à-dire la dizaine d'espèces qu'on trouve dans tous les sols agricoles. Il y a cette idée que ces vers ont un peu coévolué avec les pratiques agricoles de l'homme, et donc l'Ombricus terrestris, Apolectora caliginosa, ce sont des vers qui, bon gré mal gré, réussissent à s'installer dans les sols agricoles. Et enfin, alors ça c'est un paradoxe pour tous les viticulteurs, je suis désolé pour eux. Les viticulteurs sont sûrement les producteurs qui s'intéressent le plus à la vie dans les sols, mais manque de bol, c'est sûrement la culture la moins favorable pour les vers de terre, pour des raisons qui s'expliquent assez bien. Ce sont plutôt des sols pauvres, hein, ça c'était une des conclusions du travail de Clémence Salomé. On a souvent des sols qui contiennent moins de 1% de matière organique. On a un usage, j'ai mis passé avec un point d'interrogation, c'est à discuter, important du cuivre, qui malheureusement leur est néfaste, qui s'accumule dans le sol et finit par leur être néfaste. Et enfin, vous avez des enherbements limités et des pratiques d'irrigation aussi restreintes. Donc ce sont visiblement... Donc ça, c'est une photo autour de Aix-en-Provence, et ça, c'est un verger enherbé. Ça se voit très bien sur la photo. Donc même si c'est enherbé, il n'y aura pas un retour de matière organique, il n'y aura pas une vie, il n'y aura pas d'exudat racinaire très important, et visiblement, ça ne permettra pas de faire vivre des centaines de vers au mètre carré. Je crois que c'était ma dernière diapo. Voilà.